l'équivalent de 500 bombes atomiques d'Hiroshima, vient d'être rejetée dans l'atmosphère. Ce n'est pas grave, parce que si c'était grave, on doit nous évacuer. C'est un effondrement parce que... Tchernobylskaya molitva. La supplication de Svetlana Alexievitch. Traduction Galia Ackerman et Pierre Laurent. Le problème ne se pose qu'à une courte distance de la centrale, de l'ordre d'une dizaine ou quelques dizaines de kilomètres. Le seul chiffre donné par les autorités soviétiques, il est d'une trentaine de morts. Aujourd'hui encore, je parle dans le mensonge d'État. Tchernobyl, tout feu éteint, irradie encore. Qu'est-ce que c'est la radioactivité? On ne savait pas du tout. Tchernobyl, chronique du monde après l'apocalypse. Témoignage 4. Le 26 avril 1986, à 1h23 du matin, une série d'explosions détruisit le réacteur et le bâtiment de la 4e tranche de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Cet accident est devenu la plus grande catastrophe technologique du XXe siècle. Le cœur populaire. Cela fait bien longtemps que je ne vois plus de femmes enceintes heureuses, des mères heureuses. Lorsqu'une femme accouche, la première chose qu'elle fait, c'est d'appeler le médecin. « Docteur, montrez-le-moi. Apportez-moi mon bébé. » Elle tâte sa tête, son front, tout le corps. Elle compte les doigts, les orteils. Elle veut se rassurer. « Docteur, est-ce un enfant normal ?» Plus tard, on le lui apporte pour l'allaiter. Elle a peur. Je vis non loin de Tchernobyl. J'allais rendre visite à ma mère. Je me suis retrouvée sous cette pluie noire. On raconte des cauchemars. L'une a accouché d'un veau à 8 pattes, l'autre d'un chien à tête de hérisson. Des rêves bizarres. Naguère, les femmes ne faisaient pas de tels rêves. Je n'ai jamais entendu quelque chose de semblable. Et je suis sage-femme depuis 30 ans. Les soldats arrivaient dans les villages et évacuaient les gens. Les rues étaient encombrées de véhicules militaires, des voitures de transport blindées, des camions bâchés et même des blindés légers. Les gens quittaient leur maison en présence de soldats et ça avait une influence accablante, surtout pour ceux qui avaient vécu la guerre. Nous comparons sans cesse la catastrophe à la guerre. En fait, on peut comprendre la guerre, mais ça... C'est comme si je n'étais pas partie. Chaque jour, je me promène à travers mes souvenirs, le long des mêmes rues, des mêmes maisons. C'était une bourgade si paisible. Le dimanche, j'étais étendue dehors, à bronzer, et ma mère vient en courant. « Ma petite, Tchernobyl a explosé, les gens se terrent dans les maisons et toi tu es là sous le soleil. » J'ai ri. Narovlia se trouve à 40 kilomètres de Tchernobyl. Nous passions des journées entières près de la télé et attendions que Gorbatchev parle au peuple. Les autorités se taisaient. Ce n'est qu'après les fêtes de la victoire que Gorbatchev a enfin dit « Ne vous inquiétez pas, camarades, la situation est sous contrôle. Il n'y a rien d'horrible. Les gens vivent et travaillent. » Nous sommes partis dans la zone contaminée en hélicoptère. Nous nous étions équipés selon les instructions. Pas de sous-vêtements, une combinaison en coton comme celle des cuisiniers, couverte d'une pellicule de protection, des gants, un masque de gaz sur le visage. Nous étions bardés d'appareils enregistreurs. Nous nous posons près d'un village. Des gosses se roulaient dans le sable, comme des moineaux, avec des brindilles ou des cailloux dans la bouche, sans culotte, les fesses nues. Mais les ordres étaient de ne pas entrer en contact avec la population, ne pas soulever de panique. Et maintenant, je vis avec ça. On amenait tout le bétail des villages évacués chez nous,
au centre du district. Des vaches, des brebis, des cochons couraient dans les rues, affolés. Ceux qui voulaient pouvaient les attraper. De l'abattoir industriel, des camions de viande se dirigeaient vers la gare de Kalinovici. Et là, on chargeait leur contenu dans des trains vers Moscou. Mais là-bas, personne ne voulait de cette viande, et les wagons transformés en sarcophages revenaient chez nous. C'est ici qu'on enterrait ces bœufs et ces moutons. L'odeur de la viande pourrie nous poursuivait la nuit. Est-ce cela l'odeur de la guerre nucléaire, me demandai-je. La guerre dont je gardais le souvenir sentait la fumée. Dans les premiers jours, on évacuait les enfants la nuit pour que le moins de gens possible puissent les voir. On voulait dissimuler le malheur, mais les gens savaient tout quand même. Ils guettaient les bus qui passaient et offraient aux enfants des petits bidons de lait, des petits pains, comme à la guerre. À quoi d'autre pourrais-je bien comparer cela ? À la télévision, les émissions se multipliaient. L'un des sujets concernait une vieille femme qui venait traire une vache. Le journaliste s'approchait d'elle avec un dosimètre militaire, le glissait le long du seau de lait, et le commentaire « Vous pouvez constater que la norme est respectée alors que nous nous trouvons qu'à 10 km du réacteur. » On montrait aussi la rivière Pripyat, où des gens se baignaient et bronzaient. Au loin, on apercevait le réacteur couvert de panaches de fumée. Et toujours le commentaire. Les Occidentaux sèment la panique en diffusant des calomnies délibérées au sujet de l'accident. Quant au dosimètre, tantôt on la posait sur une assiette de soupe de poisson, tantôt sur des beignets vendus dans un kiosque en plein air. C'était une imposture. Les dosimètres militaires en usage à l'époque n'étaient pas destinés au contrôle des produits alimentaires. Ils mesuraient que le fond de radiation. L'incroyable quantité de mensonges liés à Tchernobyl n'a pas d'équivalent. Sauf pendant la guerre. Nous attendions notre premier enfant. Mon mari voulait un garçon et moi une fille. Les médecins tentaient de me convaincre. Il faut se résoudre à un avortement. Votre mari est allé à Tchernobyl. Il est chauffeur et on l'a appelé là-bas dès les premiers jours. Il transportait du sable. Je leur ai pas fait confiance. Le bébé était mort-né et il lui manquait 2 doigts. Une petite fille. J'ai pleuré. Si au moins elle avait tous ses doigts, c'est quand même une petite fille. Personne ne comprenait ce qui s'était passé. J'ai téléphoné au bureau de recrutement, puisque nous autres, les médecins, nous sommes soumis aux obligations militaires. J'ai proposé mon aide. Je ne me souviens pas du nom du major qui m'a répondu « Nous avons besoin de jeunes ». J'ai tenté de lui faire entendre raison. D'abord, les jeunes médecins ne sont pas préparés. De plus, ils courent un plus grand danger, car les organismes jeunes sont plus sensibles aux radiations. Il m'a répondu « Nous avons des ordres, engagez des jeunes ». Les plaies des malades guérissaient mal. Je me souviens de la première pluie radioactive. Plus tard, on l'a appelée pluie noire. D'une part, notre conscience n'était prête à rien de semblable. D'autre part, nous étions toujours les meilleurs, les plus extraordinaires, et notre pays était toujours le plus grand. Mon mari, qui a fait des études supérieures et est ingénieur, m'assurait le plus sérieusement du monde qu'il s'agissait d'un acte terroriste. Une diversion ennemie. Beaucoup de gens le pensaient. Et moi, je me rappelais qu'un administrateur rencontré dans un train m'avait raconté des détails sur la construction de la centrale nucléaire de Smolensk, la quantité de ciment, de planches, de clous, de sable qui étaient volés sur le chantier et transportés dans les villages voisins pour de l'argent, pour une bouteille de vodka.
Des fonctionnaires des comités du parti parcouraient les villages et les usines pour être en contact avec les gens. Mais ils étaient incapables de répondre aux questions. Qu'est-ce que c'est que la désactivation? Comment protéger les enfants? Quels sont les coefficients de passage des radionucléides dans la chaîne alimentaire? Ils n'avaient aucune notion des particules alpha, bêta, gamma, de radiobiologie, sans parler des isotopes. Pour eux, c'était des choses d'un autre monde. Ils faisaient des conférences sur l'héroïsme des soviétiques, sur les symboles du courage militaire, sur les menées des services secrets occidentaux. Et lorsque j'ai essayé de dire quelques mots à la réunion du parti, d'exprimer des doutes, on m'a averti que l'on allait me retirer ma carte du parti. J'ai peur de vivre sur cette terre. On m'a donné un dosimètre, mais à quoi bon? Je lave le linge chez moi, il est si blanc, mais le dosimètre sonne. Je prépare un gâteau, il sonne. Je fais le lit, il sonne. À quoi bon l'avoir? Je donne à manger aux enfants et je pleure. Maman, pourquoi pleures-tu? 2 enfants, 2 garçons. Ils n'ont pas été à la crèche ni au jardin d'enfants. Ils passent leur temps à l'hôpital. L'aîné, on ne peut même pas savoir si c'est un garçon ou une fille. Il est chauve. Je l'ai amené chez des médecins et des guérisseurs de toutes sortes. Il est le plus petit de sa classe. Il n'a pas le droit de courir, de jouer. Si quelqu'un le bouscule par hasard, il saigne, il peut mourir. Il a une maladie du sang dont je ne peux même pas prononcer le nom. Je restais près de lui à l'hôpital et je me disais, il va mourir. Par la suite, j'ai compris que je ne devais pas penser ainsi. J'allais aux toilettes pour pleurer. Aucune mère ne pleure dans la chambre de son enfant, mais aux toilettes, dans la salle de bain. Je revenais toute gaie. Tes joues sont roses, tu vas guérir. Maman, fais-moi sortir de l'hôpital, je vais mourir ici, tout le monde meurt. Où puis-je pleurer? Aux toilettes? Mais il y a la queue là-bas, et ils sont tous comme moi. Je suis pédiatre. Chez les enfants, tout est différent des adultes. Par exemple, pour eux, le cancer ne signifie pas la mort. Ils n'ont pas cette image. Ils savent tout sur ce qui les concerne, le diagnostic, le nom des procédures, les médicaments. Ils en savent plus que leur mère. Il me semble que lorsqu'ils meurent, l'étonnement s'affiche sur leur visage. Ils gisent avec des visages étonnés. Les médecins m'ont dit que mon mari allait mourir. Il souffrait d'une leucémie, le cancer du sang. Il est tombé malade 2 mois après son retour de la zone contaminée de Tchernobyl. Son usine l'a envoyé là-bas. Il est rentré de son travail un matin, après l'équipe de nuit. Je pars là-bas. Que vas-tu y faire? Travailler au kolkhoz. Il faisait des meules de foin dans la zone de 15 km. Récoltait des betteraves, des pommes de terre. À son retour, nous sommes allés chez ses parents. Il aidait son père à crépir le four et il a perdu connaissance. On a appelé une ambulance, on l'a transporté à l'hôpital et on l'a envoyé à Moscou. Il est rentré de la capitale avec une seule pensée, je vais mourir. Il est devenu taciturne. J'essayais de l'encourager, de le raisonner, mais il ne me croyait pas. À l'époque, je n'interprétais pas mes rêves. Tantôt on me conduisait à l'échafaud, tantôt j'étais habillée de blanc. Je me réveillais le matin, le regardais. Comment pouvais-je rester seule? Il ne faut pas penser à la mort, alors je chassais ces idées. Si j'avais su qu'il allait tomber malade, j'aurais fermé toutes les issues, j'aurais barré la route. J'aurais cadenassé la porte avec 10 verrous. Ça fait 2 ans que nous allons d'un hôpital à l'autre, mon garçon et moi. Je ne veux plus entendre parler de Tchernobyl. J'ai vu trop de choses. Dans les chambres d'un hôpital, des petites filles jouent à la poupée. Les poupées ferment les yeux et meurent.
Pourquoi meurt-elle? Parce que ce sont nos enfants et que nos enfants ne vont pas vivre. Ils vont naître et mourir. Mon Artyomka a 7 ans, mais on lui en donne à peine 5. Il ferme les yeux et je pense qu'il s'est endormi. Alors je pleure, car je crois qu'il ne me voit pas. Et il me dit « Maman, est-ce que je meurs déjà ?» Il s'endort et ne respire presque pas. Je m'agenouille devant son lit. « Artyomka, ouvre les yeux. Dis quelque chose. » Je pense, tu es encore chaud. Il ouvre les yeux et s'endort de nouveau. Il est si calme, comme s'il était mort. Artyomka, ouvre les yeux. Je l'empêche de mourir. Pour le réveillon, nous avons dressé une bonne table. Tout était fait à la maison. Viande fumée, lard, viande, cornichons. Seul le pain venait du magasin. Même la vodka était de fabrication maison. On plaisante chez nous sur le fait que nos produits de Tchernobyl ont un goût spécial, celui du césium et du strontium. Mais que faire? Les étals des magasins des villages sont vides et lorsqu'ils sont approvisionnés, nous ne pouvons pas nous payer ce qu'ils vendent avec nos salaires et nos retraites. Nous avions des invités, nos voisins, des jeunes, un prof et un mécanicien du kolkhoz avec sa femme. Nous avons bu et mangé et nous nous sommes mis à chanter. Sans nous concerter, nous avons entonné des chants révolutionnaires, des chansons de la guerre. Et ma préférée, l'aube colore de lumière tendre la muraille du vieux Kremlin. C'était une si bonne soirée, comme dans le bon vieux temps. J'ai décrit tout ça à mon fils par lettres. Il fait ses études dans la capitale. Et je reçois la réponse. Maman, j'imagine le tableau, dément, la terre de Tchernobyl, la maison, le sapin qui brille, et les gens à table qui chantent des airs révolutionnaires et militaires, comme s'ils n'avaient pas derrière eux le goulag et Tchernobyl. J'ai eu peur. Pas pour moi, pour mon fils. Il n'a nul endroit où revenir. La supplication de Svetlana Alexievitch. Traduction Galia Ackerman et Pierre Laurin. Avec Nathalie Kuznetsov, Julie Timmerman, Cécile Baquès, Emmanuel Lemire, Aline Alba, Olivier Gilbert, Christine Sirézol, Geneviève Mniche, Agnès Sourdillon, Jean-Pierre Tiercelin, Catherine Hubot, Muriel Brenner et Frédéric Cantrel. Prise de son, montage, mixage, Guy Senot et Mathieu Leroy. Assistante, Alexandra Malka. Réalisation, Christine Bernard-Sugy. La supplication de Svetlana Alexievitch est parue aux éditions Jean-Claude Lattès.